On a tous cette impression, pas vrai, que plus on est nombreux dans un groupe, plus on a de chances de tomber sur une personne un peu compliquée. C'est un sentiment, une sorte de sagesse populaire. Mais est-ce que c'est juste une impression ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus concret derrière tout ça? Voilà la question au cœur de notre analyse, cette fameuse règle des 10. Est-ce que c'est du vent ou est-ce que c'est une réalité statistique, quelque chose qu'on peut mesurer? Allez, on va creuser un peu pour voir ce que les chiffres nous racontent vraiment. Bon, avant de commencer à compter, il faut être d'accord sur ce qu'on compte. On ne peut pas se baser sur un simple feeling. Il nous faut une définition claire, solide. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par personne difficile d'un point de vue un peu plus scientifique? On peut commencer par le monde de l'entreprise avec l'approche très pragmatique de Robert Sutton. Pour lui, c'est simple, on ne s'intéresse pas aux intentions, mais à l'impact. Il pose 2 questions clés. Après avoir parlé à cette personne, est-ce que les autres se sentent rabaissés? Et est-ce que cette personne s'attaque de préférence aux plus faibles? C'est direct, c'est mesurable. Maintenant, changeons d'angle avec l'historien de l'économie Carlo Cipolla. Lui, il nous parle d'une catégorie de personnes encore plus dangereuse, l'individu qu'il qualifie de stupide. Pourquoi c'est le pire? Parce que ses actions défient toute logique rationnelle. Il nuit aux autres mais sans rien y gagner lui-même et parfois même en y perdant. Et ça le rend totalement imprévisible et donc incroyablement destructeur pour un groupe. Et enfin, on a le point de vue de la psychologie clinique qui nous donne le cadre le plus rigoureux. Ici, on associe le terme « personne difficile » à des traits très spécifiques, comme un vrai manque d'empathie, un besoin constant d'être admiré ou une absence totale de remords. Ces traits sont directement liés à certains troubles de la personnalité. C'est sans doute la base la plus scientifique pour notre enquête. Ok, super. On a maintenant une définition assez claire de ce qu'on cherche. La prochaine étape, c'est logiquement de se demander à quel point ces profils sont-ils répandus dans la population. C'est le chiffre clé qui va nous permettre de faire nos calculs. Et là, les chiffres sont assez parlants. Dans la population générale, les études estiment qu'environ 1 personne sur 10, soit 10%, correspond à ce profil. Mais attention, le plus fou, c'est que ce chiffre double littéralement quand on regarde les milieux professionnels et les postes à responsabilité. On passe à 20%. Mais alors pourquoi une telle différence? La raison est un peu glaçante. Dans certains environnements très compétitifs, des caractéristiques comme une confiance en soi qui frôle l'arrogance ou une capacité à prendre des décisions froides sans empathie peuvent être confondues avec des qualités de leader. Et le résultat, c'est que ces profils ont plus de chances d'être promus et de grimper les échelons. Bon, ça y est, on a tous les éléments en main. D'un côté, une définition claire de ce qu'on cherche. De l'autre, des chiffres de prévalence. On a tout ce qu'il faut pour enfin tester notre fameuse règle des 10. C'est l'heure de faire parler les maths. Pour faire ça, on va utiliser une petite astuce de calcul assez élégante. Plutôt que de calculer directement la probabilité d'avoir au moins une personne difficile, ce qui est mathématiquement complexe, on va calculer son contraire, la probabilité d'avoir un groupe parfait, sans aucune personne difficile. Une fois qu'on a ce chiffre, il suffit de le soustraire de 100% pour avoir notre réponse. C'est malin? Et voilà la formule magique qui va nous donner la clé. Elle peut faire un peu peur, mais en réalité, elle est toute simple. Le symbole pi, c'est juste la probabilité pour un seul individu, donc nos fameux 10% ou 20%. Et n, c'est tout simplement la taille de notre groupe, ici 10. Allez, on lance le calcul. Premier scénario, on prend un groupe de 10 personnes au hasard dans la rue. Pour chacune, la probabilité d'avoir un profil difficile est de 10%. Alors, quel est le résultat? Le résultat est 65%. C'est juste énorme. Ça veut dire que dans n'importe quel groupe de 10, il y a 2 chances sur 3 de se retrouver avec au moins une personne correspondant à notre définition. L'intuition de départ n'était pas juste une impression, elle est complètement validée par les statistiques. Et maintenant, passons au scénario qui nous concerne souvent de plus près, le milieu professionnel. On garde notre groupe de 10, mais cette fois, la probabilité individuelle grimpe à 20%. Le risque est bien plus élevé. À votre avis, ça donne quoi? Et là, le chiffre est carrément vertigineux, 89%. Autrement dit, dans une réunion de 10 cadres, il y a quasiment 9 chances sur 10 qu'une personne difficile soit présente. Ce n'est plus un risque, c'est une quasi-certitude statistique. La question n'est plus si, mais qui. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quelle vitesse ce risque augmente. Pour un groupe lambda, on dépasse les 50% de chances dès qu'on est 7. On comprend mieux pourquoi le chiffre 10 nous marque tant. C'est le vrai point de bascule mathématique, le moment où la présence d'un problème devient plus probable que son absence. Le verdict est donc sans appel. La règle des 10 n'est pas un mythe, c'est un fait statistique, une réalité mathématique. Maintenant qu'on a établi ça, la vraie question c'est qu'est-ce que ça change? Quelles sont les implications concrètes de cette découverte? Eh bien, il y a plusieurs leçons à en tirer. La première, c'est que l'harmonie dans un groupe n'est jamais acquise. Ce n'est pas l'état par défaut, il faut la construire et la protéger.
La deuxième, c'est que les règles de fonctionnement et de communication, ce n'est pas de la bureaucratie inutile, c'est une protection statistique vitale. Gérer ce risque, ce n'est pas être pessimiste, c'est juste être réaliste. Car ignorer ce problème, c'est prendre le risque de voir toute la performance d'une équipe s'effondrer. Mais en réalité, la portée de tout ça va bien plus loin que la simple gestion d'équipe. Ce qu'on vient de démontrer à petite échelle, c'est en fait une sorte de loi fondamentale de la vie en société. Une loi de la physique sociale, si on veut. Parce que cette logique, elle s'applique à toutes les échelles. Si on passe d'un groupe de 10 à une entreprise de 1000, à une ville d'1 million ou à un pays tout entier, la probabilité de rencontrer ces comportements perturbateurs ne fait que se rapprocher de 100%. Elle devient une certitude absolue. Et au fond, c'est une des raisons mathématiques pour lesquelles on a inventé les lois, les règlements, les institutions. C'est pour gérer cette inévitabilité statistique. Ce qui nous laisse avec une dernière question bien plus vaste. Si la présence d'éléments perturbateurs n'est pas un accident, mais une fatalité statistique, alors la question la plus importante n'est plus comment l'éviter, mais plutôt comment organiser nos sociétés, nos entreprises, nos groupes pour en limiter les dégâts et contenir leur impact. Et ça, c'est une réflexion qui nous concerne absolument tous.